Dans le silence feutré des palais d'État, une missive franchit les frontières. Elle ne portait ni menace, ni promesse claire. Elle venait du roi d'un royaume au passé commun et au présent tendu. Le Maroc, par la voix de son souverain Mohamed VI, tendait une main. Une main que l'histoire rendait lourde, que les mémoires collectives algériennes observaient avec méfiance. Dans les rues d'Alger, dans les cafés enfumés et les salons modestes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, le roi du Maroc cherche à renouer. Une proposition inédite? Une tentative de réchauffement diplomatique? Ou un piège bien ficelé dans un contexte où le Maghreb se cherche une colonne vertébrale? Car cette main tendue ne surgissait pas dans un vide. Elle venait à un moment précis, presque chorégraphié, au milieu d'un monde instable, entre tensions sahéliennes, rivalités énergétiques et appétits étrangers. Elle venait alors que les États-Unis scrutaient l'Afrique du Nord, que l'Europe murmurait des promesses de projets gaziers, que la Russie et la Chine redessinaient les lignes du pouvoir global. Et face à cette main, l'Algérie ne s'est pas précipitée. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a ni haussé le ton, ni fléchi le genou. Il a écouté, pesé, observé. Car dans cette région du monde, chaque mot diplomatique est un fil posé au-dessus du vide. Une erreur, et c'est tout l'équilibre qui vacille. Ce qui allait suivre n'était pas simplement une réponse. C'était un message codé à Washington, une note grave envoyée à Rabat, un murmure lancé à l'Afrique entière, l'Algérie ne courbe pas l'échine. Elle ne joue pas selon les règles dictées ailleurs. Elle écrit ses propres lignes, sur un parchemin tissé de lutte, de sacrifices et de silence digne. Dans les chancelleries, on attendait une ouverture. Dans les couloirs discrets du pouvoir occidental, certains espéraient une inflexion. Mais ce qui allait venir allait décevoir les esprits calculateurs. Car l'Algérie n'a pas pour habitude de trahir son cap. L'histoire reprenait alors son souffle. Elle allait se réécrire non pas à Rabat, ni à Paris, ni à Washington, mais à Alger. Et dans le cœur de ceux qui, depuis longtemps, savent que la vraie force d'une nation, ce n'est pas de tendre la main n'importe quand, mais de savoir quand ne pas la saisir. Un pli cacheté, transmis par voie diplomatique, et des mots soigneusement choisis, le Maroc venait de tendre une proposition officielle à l'Algérie. Officiellement, elle se voulait fraternelle. Officieusement, elle était lourde d'arrière-pensée. Mohamed VI, depuis son palais de Rabat, proposait une réouverture du dialogue. Un sommet bilatéral, peut-être. Une conférence de réconciliation, disait-on. Un projet de normalisation. Mais à Alger, on savait lire entre les lignes. L'offre semblait arriver comme une main tendue, mais la question que posaient les cercles politiques algériens était simple, pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de silence glacial, de provocations médiatiques, de tensions sur la question saharienne, le Maroc choisissait-il de s'adresser ainsi à l'Algérie? Pourquoi ce geste, alors même que Rabat multipliait les accords militaires avec Israël, intensifiait ses partenariats stratégiques avec les États-Unis, et menait une campagne d'influence ouverte sur le continent africain? Le timing n'était pas innocent. Car pendant que l'Algérie renforçait ses alliances avec Moscou, Pékin, Téhéran ou Pretoria, le Maroc, lui, misait tout sur l'axe occidental. En apparence, les deux pays jouaient des partitions géopolitiques opposées. En profondeur, c'était une lutte pour l'âme du Maghreb, pour le leadership moral et stratégique dans une Afrique en recomposition. Certains analystes marocains, relayés par une presse souvent proche du palais royal, ont voulu y voir un geste de sagesse. Un roi qui propose la paix. Un roi qui veut tourner la page. Mais d'autres voix, plus critiques, plus lucides peut-être, ont évoqué une stratégie de communication, une main tendue pour désarmer la critique internationale, pour feindre l'ouverture tout en poursuivant l'influence, en douce. En Algérie, cette offre a été reçue avec une extrême prudence. Le souvenir encore frais des tensions à propos du Sahara occidental, des attaques diplomatiques répétées, du soutien du Maroc à des groupes hostiles à Alger, tout cela ne s'efface pas avec un mot aimable ou une invitation officielle. Ce que Rabat présentait comme une ouverture, Alger le percevait comme un test. Et le test était clair, l'Algérie allait-elle céder à la pression morale internationale? Allait-elle accepter une normalisation forcée, sous le regard bienveillant de Washington, de Tel Aviv ou de Bruxelles? Allait-elle faire un pas vers une réconciliation creuse, ou allait-elle rappeler au monde que la souveraineté ne s'échange pas contre des apparences diplomatiques? Le message marocain était lancé. Il attendait une réponse. Mais ce que le roi ignorait encore, c'est que l'Algérie n'allait pas simplement répondre. Elle allait surprendre. Et dans ce refus à venir,
il y aurait un ton que ni Rabat, ni même Washington n'avaient anticipé. Le silence d'Alger n'était pas une hésitation. C'était un silence pesé, calculé, souverain. Car en diplomatie, l'absence de réponse immédiate est parfois la plus puissante des déclarations. Lorsque la réponse est finalement tombée, elle n'était ni brutale ni émotionnelle. Aucun éclat de voix, aucun mot de trop. Seulement une ligne claire, transmise sobrement par le ministère des Affaires étrangères algérien, puis confirmée par la présidence, l'Algérie décline l'invitation. Mais derrière cette formule simple se cachait une affirmation profonde. Un refus, oui, mais pas un rejet agressif. Un refus articulé autour de 3 piliers, la dignité nationale, la cohérence diplomatique et le devoir de mémoire. Le communiqué soulignait la volonté de l'Algérie de rester fidèle à ses principes. Il rappelait que toute réconciliation ne peut s'envisager sans un cadre sincère, sans la fin des provocations, sans la reconnaissance des causes profondes des tensions. On parlait de non-ingérence, de respect des lignes rouges, de neutralité stratégique. Le tout sans jamais nommer directement le Maroc, preuve d'un savoir-faire diplomatique maîtrisé. Et dans les cercles du pouvoir, on le savait, accepter cette main tendue sans fondement, c'était valider un récit biaisé, un récit où l'Algérie apparaîtrait comme l'obstacle à la paix. Refuser, c'était poser un acte de lucidité. Le président Tebboune, selon des sources proches du dossier, aurait été clair dans les conseils ministériels à huis clos, où on ne construit pas la confiance avec ceux qui la détruisent en secret. Cette phrase, bien que non officielle, s'est propagée comme une onde dans les médias indépendants, amplifiant la portée du refus. Sur les réseaux sociaux algériens, les mots « respect », « fierté » et « vigilance » sont devenus viraux. Des internautes saluaient une posture digne d'un État fort. D'autres rappelaient les trahisons passées, les dossiers empoisonnés, les campagnes de dénigrement orchestrées depuis Rabat. La rue algérienne, sans s'enflammer, semblait valider ce choix de fermeté tranquille. Dans les chancelleries étrangères, le ton était plus réservé. Certains à Washington espéraient un geste d'ouverture. À Paris, on murmurait que l'Algérie risquait de passer pour rigide. Mais à Alger, on savait que la dignité ne se mesure pas à l'aune des attentes occidentales. Le refus était clair. Mais il n'était pas un point final. Il était une affirmation. Une manière pour l'Algérie de dire au monde, nous choisissons notre chemin, même seul. Dans le refus algérien, il y avait bien plus qu'un simple désaccord diplomatique. Il y avait un principe cardinal, la souveraineté. Une souveraineté pensée non pas comme un slogan, mais comme une réalité concrète, vivante, forgée dans l'histoire, entretenue dans les épreuves, défendue à chaque carrefour géopolitique. Refuser de répondre positivement à une main tendue, aussi habile soit-elle, c'était rappeler que l'Algérie n'est pas une pièce sur l'échiquier des autres. C'est un joueur à part entière. Et ce joueur-là n'oublie jamais que chaque geste en apparence amical peut dissimuler des calculs, des intérêts, des pièges. Depuis l'indépendance arrachée au prix du sang, l'Algérie a inscrit dans son ADN politique un principe non négociable, ne jamais permettre à une puissance étrangère, ou à un voisin, de dicter ses priorités. Ce principe guide sa diplomatie, ses alliances, ses refus. Dans cette affaire, les observateurs lucides n'ont pas manqué de noter que le refus de Tebboune n'était pas un rejet émotionnel. C'était une décision d'État, issue d'une analyse rigoureuse. En arrière-plan, une conviction, le Maroc, soutenu par certains partenaires occidentaux, cherchait à redessiner l'équilibre régional en forçant une posture d'acceptation. Mais pour l'Algérie, céder sous pression, même douce, même voilée, c'est renoncer à sa dignité. Et cela, l'histoire nationale le refuse. On se souvient des paroles de Houari Boumedienne, le pétrole peut s'arrêter de couler, le blé peut manquer, mais la dignité ne se négocie pas. Cette phrase, vieille de plusieurs décennies, résonne encore dans les bureaux feutrés du pouvoir algérien. En refusant, Tebboune n'a pas seulement répondu à Mohamed VI. Il a répondu à une époque. Une époque où l'on pousse les États du Sud à choisir des camps, à se soumettre à des logiques de bloc, à sacrifier leurs lignes rouges pour des promesses de paix, de développement ou d'intégration économique. Le président a dit non. Pas contre la paix, mais pour une paix juste. Pas contre le dialogue, mais pour un dialogue basé sur le respect mutuel, pas sur le déséquilibre et les arrière-pensées. Dans ce geste, il y avait donc un message clair, l'Algérie est ouverte à la coopération, mais jamais à la soumission. Elle discute, mais ne quémande pas. Elle propose, mais ne renonce jamais à sa propre voix. Et c'est peut-être cela, dans ce monde instable, qui déstabilise autant certains,
un pays qui ne joue pas selon les règles qu'on lui impose, mais selon les siennes, forgées dans la lutte et consolidées dans la mémoire. L'ombre de Washington plane souvent là où l'on prétend qu'il n'y a que deux voies locales. Dans cette tentative apparente de rapprochement entre Rabat et Alger, les diplomates les plus attentifs ont vite perçu une troisième main, plus discrète, mais bien présente, celle des États-Unis d'Amérique. Car depuis quelque temps, Washington observe avec inquiétude les mouvements de l'Algérie. Alliance stratégique avec la Chine et la Russie, refus catégorique de la normalisation avec Israël, renforcement de liens militaires avec l'Iran, position ferme sur le Sahara occidental. Tous ces éléments font d'Alger un acteur insoumis, dans un monde où l'Occident cherche à imposer ses priorités, même indirectement. Dès lors, il n'est pas surprenant que l'offre marocaine de dialogue ait reçu en coulisses la bénédiction tacite de Washington. Un rapprochement Rabat-Alger serait idéal pour les États-Unis, il casserait l'axe d'indépendance algérien, affaiblirait l'influence russe en Afrique du Nord et permettrait à Israël de s'implanter plus sereinement dans un Maghreb pacifié. Des sources diplomatiques évoquent même des pressions douces exercées sur Alger par des émissaires américains. Des messages passés par des partenaires européens, des gestes d'apaisement symboliques, des promesses de coopération économique, de soutien au développement. Une diplomatie de la main tendue, certes, mais aussi du gant de velours qui cache le gant de fer. Mais l'Algérie n'est pas dupe. Le pouvoir algérien sait lire les cartes derrière les cartes. Il sait que le Maroc, devenu un allié stratégique d'Israël et un partenaire militaire de l'OTAN, est perçu comme le bon élève du camp occidental. Et il comprend que toute tentative de dialogue initiée par Rabat pourrait être un cheval de Troie diplomatique, appuyé par les États-Unis pour briser l'exception algérienne. En refusant l'invitation du roi, Tebboune a donc refusé aussi la pression américaine. Non frontalement, mais subtilement. Car dire non à un voisin, c'était aussi dire non à ceux qui se cachent derrière lui. Les chancelleries occidentales n'ont pas réagi officiellement. Mais en interne, des notes ont circulé. On parle de déception à Washington. D'inquiétude face à l'inflexibilité d'Alger. De frustration face à un pays qui ne se laisse ni séduire, ni effrayer. Mais pour l'Algérie, il ne s'agit pas d'une posture de défi. Il s'agit de rester debout. Fidèle à soi-même. Et surtout, libre. Lorsque la main du roi Mohamed VI est restée en suspens, sans être saisie, quelque chose s'est brisé dans la posture diplomatique du Maroc. L'offensive de charme n'avait pas atteint sa cible. Et ce refus algérien, silencieux mais tranchant, a mis en lumière une réalité longtemps ignorée par Rabat, le Maroc s'enfonce dans une stratégie solitaire, parfois contre-productive. Depuis plusieurs années, Rabat a misé sur un alignement stratégique assumé, États-Unis, Israël, Union européenne. En signant les accords d'Abraham, en ouvrant ses portes aux intérêts israéliens, en accueillant des manœuvres militaires conjointes avec les forces de l'OTAN, le royaume a voulu se positionner comme le pivot occidental du Maghreb. Mais ce choix a un coût. En Afrique, plusieurs voix se sont élevées contre la normalisation avec Israël, considérée comme une trahison de la cause palestinienne. Dans les pays du Sahel, l'influence marocaine est désormais concurrencée par une Algérie qui avance prudemment mais sûrement, avec une posture panafricaniste et non alignée qui séduit. Le refus d'Alger n'a donc pas seulement été un camouflet. Il a exposé l'isolement croissant de Rabat. Car sans le soutien ou l'ouverture de l'Algérie, le Maroc perd un partenaire clé pour peser sur les grands dossiers régionaux, sécurité au Sahel, route du gaz africain, dialogue intermaghrébin, coordination économique. La France, longtemps alliée stratégique du Maroc, semble elle aussi en repositionnement. Embourbée dans ses échecs en Afrique de l'Ouest, critiquée dans ses anciennes colonies, Paris regarde Alger avec plus d'égard qu'auparavant. Washington, de son côté, mise certes sur Rabat, mais avec prudence, les dossiers sahariens, les tensions internes, les critiques contre les droits humains au Maroc commencent à troubler certains cercles américains. Dans ce contexte, l'échec du rapprochement avec l'Algérie isole encore davantage le royaume. L'effet domino attendu ne se produit pas. Les autres pays maghrébins Mauritanie, Tunisie observent avec retenue. L'Union africaine, malgré les pressions marocaines, maintient sa ligne de soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. La stratégie marocaine, fondée sur la séduction diplomatique et l'alignement stratégique, semble avoir atteint ses limites. Car face à un refus clair, elle n'a plus de levier immédiat. Et dans ce jeu d'influence où chaque geste est observé, c'est l'Algérie qui sort renforcée non pas par provocation, mais par sa capacité à dire non. Face aux sirènes de l'alignement, face aux manœuvres croisées des grandes puissances et à l'activisme régional de ses voisins, l'Algérie s'est installée,
sans bruit, dans un rôle que peu lui reconnaissait encore, celui d'un pôle d'équilibre indépendant. Dans un monde fracturé entre blocs concurrents, où chaque pays est sommé de choisir son camp, Alger avance à contre-courant. Ni vassal des puissances occidentales, ni simple satellite des forces de l'Est, l'Algérie s'affirme comme un acteur souverain, multipolaire, enraciné dans sa propre vision du monde. Ce positionnement s'est cristallisé ces dernières années, partenariat énergétique avec l'Europe, tout en renforçant la coopération militaire avec la Russie. Accords commerciaux avec la Chine, tout en conservant une relation ferme mais stable avec les États-Unis. Soutien à la cause palestinienne, tout en défendant un dialogue régional basé sur la non-ingérence. Le refus adressé au Maroc n'est qu'un épisode visible de cette doctrine. Une doctrine qui refuse les rapports de force déguisés, les normalisations forcées, les invitations diplomatiques biaisées. Une doctrine qui repose sur 3 piliers fondamentaux, la souveraineté, la stabilité intérieure, et la fidélité à l'histoire. Dans les cercles africains, ce positionnement inspire. L'Algérie, en se tenant à distance des pressions extérieures, incarne une voie possible pour de nombreux pays du Sud en quête d'autonomie stratégique. Son refus d'adhérer au schéma imposé par l'OTAN ou les G7 la distingue. Et sa voix dans les sommets africains, arabes et non alignés, pèse de plus en plus lourd. Ce rôle d'équilibre se manifeste aussi sur le plan militaire et sécuritaire. Dans le Sahel, Alger refuse les interventions étrangères non coordonnées. Elle plaide pour des solutions africaines à des problèmes africains. Dans le conflit israélo-palestinien, elle demeure l'un des rares États arabes à refuser toute normalisation, gardant intacte sa crédibilité auprès des peuples. Là où d'autres suivent le vent, l'Algérie oppose une boussole. Et cette boussole ne pointe ni vers l'Est, ni vers l'Ouest, mais vers l'axe invisible de sa propre conscience historique. Ce rôle d'équilibre, longtemps sous-estimé, commence à inquiéter certains, à fasciner d'autres. Car un pays qui ne se vend pas, qui ne cède pas, et qui ne s'aligne pas, devient imprévisible donc puissant. L'Algérie ne cherche pas à dominer. Elle cherche à tenir debout. Et dans un monde qui chancelle, c'est peut-être là sa plus grande force. À frapper les esprits, mais le ton dans lequel il a été formulé. Un refus sans éclat, sans colère, sans haine. Un refus digne. Et dans ce silence contenu, le peuple algérien a reconnu son propre langage. Sur les réseaux sociaux, les messages se sont multipliés. On ne tend pas la main à celui qui serre l'autre dans un point. L'Algérie n'est pas à vendre, ni à louer. Ils ont sous-estimé notre mémoire. Derrière ces mots, il y a plus qu'une réaction émotionnelle. Il y a une conscience collective, forgée par des décennies de lutte, de résistance, de refus d'entrer dans les costumes cousus par d'autres. Dans les quartiers populaires, les cafés, les universités, les discussions s'enflamment. Pourquoi maintenant, ce geste du roi? Et pourquoi l'Amérique s'intéresse tant à notre position? Notre président a dit non, et pour une fois, ce non nous ressemble. On entend même des voix plus poétiques s'élever. L'Algérie ne parle pas fort, mais elle parle vrai. Ils veulent qu'on oublie. Mais nous, on se souvient. Dans les cœurs, quelque chose s'est ancré, ce refus n'est pas simplement une manœuvre diplomatique. C'est un acte de fidélité à une lignée invisible, celle des martyrs, des combattants de l'indépendance, des voix tues mais pas éteintes. Des anciens rappellent l'époque où l'Algérie disait déjà non, non à la France coloniale, non aux bases militaires étrangères, non aux dictats économiques de la Banque mondiale. Chaque génération a eu son moment de résistance. Celui-ci est celui de la parole souveraine. À l'étranger, certains s'interrogent, pourquoi refuser une main tendue, pourquoi ne pas choisir la paix, le dialogue, l'intégration? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour le peuple algérien, la paix n'a de sens que si elle respecte la mémoire. Le dialogue n'a de valeur que s'il ne soumet pas. Et à ce moment précis de l'histoire, dans ce monde incertain, l'Algérie a choisi d'être une voix qui ne tremble pas. Elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche à rester fidèle. À ses martyrs. À ses enfants. À sa vérité. Dans les rues, une rumeur monte, comme un écho venu de loin, comme un chant ancien. On peut nous isoler, mais on ne nous pliera pas. Et dans ce refus, il n'y avait plus qu'un message politique. Il y avait un serment muet, porté par tout un peuple. Nous sommes nés libres, et nous le resterons. Même seuls, même incompris, même dans le silence.